Sébastien, bonjour. Bonjour. Bon, écoute, la première question, c'est est-ce que toi et ta famille, vous êtes en sécurité et en bonne santé? Alors oui, on est en sécurité et puis on respecte vraiment au maximum les recommandations avec très peu de déplacements. Le peu de déplacements que je peux faire, c'est soit pour aller au bureau, soit pour aller aller sur je dirais des déplacements qui sont vraiment je dirais incontournable. Voilà. Maintenant, j'ai pas à ce niveau-là, ayant pas d'obligation, j'ai vraiment la chance de pouvoir tout simplement rester tranquille à la maison avec la famille, profiter de choses et de situations dont j'ai pas l'habitude. Par exemple, je suis professeur des écoles toute la matinée, en général jusqu'à 14 heures. Et puis, souvent, on fait aussi des petits cours de cuisine en live qu'on arrive à suivre. Entre autres, on suit un pâtissier du côté de Metz, qui est l'Académie des chefs qui a fait faire aux enfants des brioches, des croissants, des choses de ce type-là. Et donc, ça permet aussi de réviser les bases en ce qui me concerne. Et puis après, voilà, je dirais que ça permet aussi d'avoir quelque chose de plutôt. C'est un confinement, une obligation pour aider aussi les soignants et puis les gens qui sont malades. Donc voilà, on respecte au maximum. Alors, nous, on parle de confinement, notamment à Paris, et quand on voit la vue que tu as, on imagine que c'est tout de suite beaucoup moins difficile. Alors, c'est pas tant, c'est difficile. On a d'autres contraintes. Alors, c'est sûr, on a le jardin. Là, moi, je fais une cabane pour les enfants. Enfin, j'ai un peu plus de souplesse, ça c'est sûr. Ça, là-dessus, c'est non négligeable. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a un périmètre d'action autour de la maison qui fait 1 kilomètre et 100 mètres de dénivelé positif. Donc auquel on n'a pas le droit de dépasser, de déroger. Donc on essaye de s'y tenir. Alors ça nous a obligés à sortir des petits sentiers qui n'existaient plus du tout, à le renettoyer avec les enfants. On est allé les renettoyer. On s'est imaginé un parcours autour de la maison dans ce fameux rayon d'1 kilomètre. Et on arrive à faire quand même une boucle de 12 km avec 600 mètres de dénivelé positif, donc ce qui est pas négligeable pour quelqu'un qui est à Paris, par exemple, ce qui serait pas possible. Mais c'est frustrant parce que les 100 mètres de dénivelé, je les ai dans le champ qui est juste derrière moi, donc on voit la lisière là au bout de mon doigt, et cette lisière, elle est à 100 mètres. Donc de dénivelé, donc c'est assez frustrant, sachant qu'il a neigé encore il y a 2 jours et que j'ai juste envie d'aller voir la neige et d'aller courir au milieu des animaux parce que les animaux sont remontés, mais bon, voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Bah oui, mais du coup, l'activité physique chez toi là, c'est quotidien, c'est de temps en temps quand tu as le temps? Non, en fait, l'activité physique, ça reste au quotidien, avec un petit footing très tôt le matin pour profiter justement des animaux. En plus de ça, ça nous permet, avec ma femme, d'aller vraiment d'aller se balader en montagne, de redécouvrir des sentiers qu'on nettoie avec les enfants un peu l'après-midi. Et donc ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on essaye de faire aussi partager des petits tutos de musculation, de PPG, en donnant vraiment les indications pour rester autour de la maison et en étant sur des activités qui sont très intérieures. Donc en indoor autant que possible. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu aussi l'occasion après les cours d'école d'aller profiter du jardin, de remettre en activité le jardin parce que mine de rien ça se réchauffe progressivement et puis ça nous a permis de faire les semis cette année, donc des petites choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, qu'on avait perdu l'habitude de faire. Ça nous permet aussi de prendre soin de nous, de la famille, et à côté de ça, de prendre aussi pas mal
de nouvelles de gens auxquels on fait que penser. Ça nous permet de nous recentrer aussi sur des périmètres un peu plus courts, je dirais, et puis de continuer à cultiver le fait d'aller chez les producteurs locaux pour aller chercher des choses simples, des produits sans code barre, des produits non transformés, des produits tout simples et de saison, quoi. Alors tu parlais de prendre du temps pour toi. Est-ce que le temps de cette pause, tu as profité pour lire un peu plus, pour regarder des documentaires, pour t'instruire? Je sais que tu es très féru de diététique, de nutrition, de choses comme ça. Est-ce que tu as repris des cours? Comment tu profites de ce temps libre? Oui, au niveau des cours, on a continué la formation avec Anthony Berthoud et les Nutrimakers, hein, pour devenir un colibri de la nutrition et essayer de partager cette formation qui est absolument incroyable. D'ailleurs, j'encourage vraiment les gens à aller sur Internet, sur le blog d'Anthony. Il a écrit un papier, il a mis quasiment une vingtaine de jours pour l'écrire, sur lequel il y a quasiment une trentaine de pages, sur lequel on a différentes informations pour mieux vivre le coronavirus et vraiment se donner toute chance d'avoir le plein au niveau cellulaire, d'avoir la possibilité de se battre contre ce virus qui est vraiment une saleté. Et il donne tout un tas d'informations par rapport aux différentes vitamines, sels minéraux et autres qu'il faut avoir pour pouvoir se battre correctement contre ça. Et donc j'ai continué cette formation par visioconférence, bien sûr. Et donc là-dessus, ça m'a permis aussi de pas mal bouquiner, de m'informer sur différentes formations que je peux suivre à distance aussi. Et je trouve que ça permet de recentrer. Après, j'ai un livre quand même que je continue à lire qui est autre que de la nutrition, qui s'appelle c'est un livre qui a été écrit par José Rodrigue dos Santos et qui est un féru d'histoire et qui est d'ailleurs présentateur du 20h au Portugal, hein. Donc et qui est très très intéressant. C'est quoi le sujet? L'homme de Constantinople. Donc là, c'est une histoire à la période où Constantinople, avant de devenir Istanbul, était un lieu de croisement à la jonction entre l'art et les connaissances. Et c'est un livre qui est très 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 intéressant, l'homme de Constantinople. Mais sachez qu'il a écrit tout en amont tout un tas de livres autour de l'histoire, comme la formule de Dieu, entre autres, les secrets de Salomon ou autres. On peut retrouver l'ensemble de ces livres qui sont que c'est de l'histoire, tout tourne autour de l'histoire et c'est très très intéressant de pouvoir capter et comprendre ces connaissances parce que il est très très fort. C'est un petit peu dans la façon de réfléchir de David Chicotte, par exemple, comment il s'appelle, Dan Brown, mais avec je dirais avec une culture et une connaissance historique qui est absolument incroyable et qui maintient en haleine. Ça, quand on s'y plonge, on peut plus s'en sortir. La formule de Dieu, c'est vraiment le premier de ces best-sellers et qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est vraiment très très intéressant et ça engendre tout un tas de faits historiques, entre autres autour de comment il s'appelle, de la reconnaissance de différents faits historiques qui permettent vraiment d'être incroyables. Ah bah ça a l'air passionnant ça. Oui, très très incroyable. Quand on a vraiment du temps à tuer, je vous assure que on s'y colle et on peut difficilement s'en sortir. Alors là, on parle du confinement, du temps qu'on passe à la maison, mais imaginons que ça dure très 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 longtemps et que du coup on en est à se souvenir des belles choses. Toi, si tu devais revenir un peu
sur ta carrière ou même sur ta vie d'homme sportivement, c'est quoi les événements que tu garderais en tête et les choses qui t'ont marqué? Alors j'ai des choses qui m'ont marqué plus que d'autres, hein. J'ai des victoires sur des courses comme la Hard Rock ou des toutes premières places sur des UTMB ou sur des monts Fuji. Mais je pense que ce que je retiendrai avant tout, c'est les rencontres que j'ai pu faire lors de tous ces voyages, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager et de rencontrer des gens incroyables, des gens, que ce soit des gens et des cultures comme les Japonais par exemple, mais les Libyens, les Touaregs au Libyan Challenge ou même au Trek, des gens sur la Hard Rock, il y a, comme on peut dire, il y a les Américains et certains lieux des États-Unis, comme le Colorado, comme des gens comme Chris Furman ou comme Joe Grant. C'est des gens qui sont absolument incroyables. Vraiment, on sort complètement des clichés américains, entre autres. Des gens comme Kaburaki au Japon, comme Mior Hassan. C'est des gens absolument... Hiroyuki, c'est des gens incroyables. Et puis après, c'est des rencontres très très particulières quand en pleine course au milieu du désert en Libye, on est sur un secteur où on a plusieurs kilomètres entre guillemets de distance entre chaque coureur, plusieurs heures entre chaque coureur, et qu'on rencontre un qui part un thé au milieu de nulle part. C'est des moments et des connexions qui sont hors du temps, hors de la connexion, hors des réseaux sociaux, hors, je dirais aussi des choses qu'on a tendance à trouver simples, mais qui sont en fait très compliquées, qui sont la consommation, le développement de produits nouveaux, toutes ces choses-là. Et c'est ces moments-là que je retiendrai, parce que c'est des moments qui sont forts en émotion, qui coûtent très peu en fait, et qui sont en fait hyper riches, quoi. Donc c'est des moments de carrière, des croisements absolument fantastiques. Oui, c'est plus centré sur l'humain que finalement sur la performance pure. Oui, la performance reste. C'est ce que je disais à chaque fois que j'allais au Libyan ou même au Trek ou dans des endroits comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est le voyage en fait, et les rencontres, plus que tout ce qui va autour. À partir du moment où on part dans l'idée de faire une performance, on a perdu en fait. En fait, on a perdu parce que on est déconnecté de la réalité et de la connexion des connexions qu'on peut avoir, aussi bien des rencontres avec les gens qu'avec les animaux, des croisements et des sentiers, des paysages, de lever la tête, tout simplement. Non, c'est une très belle philosophie que je partage aussi, et c'est vrai que c'est très joli. Et maintenant, si on parle un petit peu du futur, est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après? Est-ce qu'on peut reprendre dans quelques mois comme avant, ou tu penses que ça va impacter? Je cite souvent l'exemple du marathon de New York, par exemple, où 60 000 personnes, des gens qui viennent du monde entier. Est-ce que ça va pouvoir continuer à exister? Alors, je sais pas vraiment. Je pense de toute manière qu'il y aura un après, parce que on est loin d'être sorti de l'histoire, hein, loin d'être sorti de ce qui est en train de se dérouler. Les politiques ont tendance à dire que on va vite commencer à sortir du confinement. Moi, j'y crois pas trop, tout simplement parce que 2020 va être une année à un croisement, un moment très particulier, un moment où il va falloir peut-être repenser les choses, peut-être réfléchir au mode de déplacement, peut-être se recentrer sur des choses plus proches de nous, sur les gens qui produisent autour, les agriculteurs, faire travailler les gens autour de nous avant d'aller acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde, réfléchir à recentraliser la façon de produire, et puis éviter de faire des kilomètres et des kilomètres quand on voit qu'il y a certains produits qui sont
produits en France qui sont transformés en Asie pour revenir vendus en France. Je pense qu'il y a des moyens, il y a des moments où il faut réfléchir et voir un petit peu sur l'impact que ça peut avoir. Et puis diminuer progressivement aussi tous ces porte-conteneurs qui font des allers-retours et qui polluent bien plus, pour les vins plus gros, bien plus que l'ensemble des voitures sur la Terre. Réfléchir aussi au mode de déplacement. Et puis peut-être à l'avenir, tout simplement avoir une réflexion un petit peu plus globale, que ce soit des pays entre eux, et puis nous, au sein de notre petit pays, qui concerne notre famille, et puis les amis autour, et puis les producteurs autour, pour les faire vivre, les faire tout simplement pas être obligés d'aller vendre leurs produits très loin pour réussir à vivre correctement de leur travail. Je pense qu'il y a un recentrage, et puis je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard. C'est peut-être pour ça que les jeunes et les enfants sont peut-être moins impactés par la situation. C'est peut-être tout simplement qu'il faut leur laisser la main sur les choix et les décisions du futur, et les accompagner dans les réels changements pour la suite. Donc voilà, il y a un avant et un après. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir à l'après pour commencer à voir et à amener les choses un peu plus saines autour de nous, et pour eux comme pour nous, parce que ce qu'on leur laisse, c'est la priorité, quoi. C'est là-dessus qu'il faut se recentrer, quoi. Ouais. Bah, écoute, c'est une belle conclusion, je trouve, et que je pense qu'il faut garder espoir, et qu'on on a peut-être trop abîmé la planète et qu'elle nous le fait payer, et que, que les jeunes vont prendre des décisions. Il y avait déjà des signes avant-coureurs bien avant le coronavirus, avec des coups de vent et des coups de mauvais, de baston, du mauvais temps quasiment une fois par semaine ou tous les 15 jours, alors qu'avant on en avait une fois, et puis au bout d'une fois, plusieurs mois après, on avait à nouveau un coup de mauvais, et puis ça s'est rapproché, resserré, ça nous a envoyé des messages, et je pense que l'homme, malheureusement, capte pas l'ensemble de ces messages, et je trouve ça vraiment dommage, parce que il y a moyen que tout le monde agisse sans non plus faire une révolution dans le changement, mais les révolutions, elles se font progressivement, elles se font pas du jour au lendemain. Maintenant, c'est les enfants qui arrivent à faire changer les choses au sein des familles, et à faire évoluer les mentalités, et je pense que c'est à eux qu'il faut penser, en faisant changer les choses progressivement de notre côté, et en offrant un avenir potentiellement vert et beau pour eux. Ouais. Alors que si on continue à aller droit dans le mur, malheureusement on peut que payer, et leur faire payer nos mauvais choix, et nos choix surtout très égoïstes, malheureusement. C'est clair. Sébastien, merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Ouais, et puis faut pour l'instant rester confiné, penser aux gens qui nous aident à sortir de cette situation, aux soignants, aux médecins, au corps médical, en les aidant à rester chez soi, et puis sur ce, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Salut.